Bonjour et bienvenue dans Citizen Vox, le média qui questionne la valeur du vivant dans les villes. Comment produire des villes à forte valeur urbaine, c'est-à-dire habitables, fluides, créatives, bref, résilientes, en partant des sols? Comment tisser un lien vertueux entre la production urbaine et l'utilisation des ressources? Je suis Fanny Hervera et avec mes invités, j'explore ce vaste sujet sous toutes ses formes. C'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de recevoir aujourd'hui Gilles Melin, adjoint au maire de Ris-Orangis, chargé de l'aménagement durable, de la transition écologique, de l'écopolis et de la démocratie locale. Bonjour Monsieur Melin. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cet échange. Donc c'est un épisode qui est focalisé sur l'agriculture urbaine, en particulier sur le fonctionnement des jardins familiaux, on va y revenir, et les bénéfices que ça procure à la ville et à ses habitants. Alors d'abord, quelques mots pour vous présenter. Votre vie professionnelle vous a amené sur divers chemins. Vous avez d'abord été directeur de Planète Sciences Île-de-France, puis vous avez été directeur du centre de formation professionnelle à la Bergerie nationale de Rambouillet. Est-ce que peut-être vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours professionnel et sur ces expériences ? Oui, disons que le parcours professionnel vient de l'engagement qui a été pris dans les années 70, puisque j'étais moi au lycée agricole et que je sentais déjà la bifurcation qu'il fallait prendre. J'ai fait un stage en agriculture biologique en 1969 et je me suis réorienté vers autre chose qui tenait plus compte de l'écologie dans les années 70 en passant un brevet de technicien supérieur et mon côté animation m'a emmené effectivement à faire de la vulgarisation scientifique autour de l'écologie naturaliste, on va dire ça pour faire simple, ce que j'ai réalisé pendant 20 ans qui m'a amené à Ris-Orangis et d'où mon engagement local. Et également, cet engagement m'a conduit après à la Bergerie nationale de Rambouillet sur faire un peu d'animation autour d'une autre agriculture. Et très rapidement, je me suis retrouvé en charge de mettre en place des formations autour de ces concepts-là, soit pour des publics de base, en CAP, bac professionnel, mais également, puisque la bergerie avait fonction d'accompagner l'évolution de l'enseignement agricole pour les enseignants et même les enseignants des enseignants. Donc on a travaillé sur ces concepts-là pendant 20 ans. Donc 2 grosses périodes, 20 ans d'animation scientifique et 20 ans de formation au sein de l'agriculture. Et toujours avec la dimension écologique qui finalement fait la cohérence de votre parcours, quoi. Voilà, c'était toujours ce côté. Bien sûr, en 70, on ne parlait pas de développement durable, mais moi j'avais rencontré René Dumont, il y avait tout le Club de Rome, tout ce qui s'était passé avec le MIT, donc on était des rencontres fabuleuses avec Alexandre Grothendieck. Ah oui? Qui ont été des moments impressionnants quand même. Vous avez rencontré? Ah oui, on a Grothendieck, on a fait... Si j'avais su ça, j'aurais fait un podcast exclusivement sur cette rencontre. Voilà, donc on a rencontré Alexandre Grothendieck qui est arrivé à Neuvic-du-Sel en Corrèze, parce qu'on l'avait fait venir Survivre et Vivre, c'était un des mouvements. Il y avait Pugwash et il y avait Survivre et Vivre. Et donc on avait fait venir, je ne sais même plus par quel biais on l'avait fait intervenir, mais il était venu en assemblée générale du lycée. Il y avait tous les notables de la Corrèze chiraciens. Nous, la moitié de la promo qui étaient des gauchistes naissants. Donc c'était assez épique. C'est incroyable, incroyable. Voilà, donc c'était des grands moments comme ça qui ont parsemé mon itinéraire. Et c'est tous ces gens-là qui vous rendent plus intelligent et qui vous donnent aussi quelques éléments, quelques coups de pouce pour avancer. Vous disiez, ça m'a emmené à Ris-Orangis. Quelle est l'articulation du coup entre... Disons que c'est l'association Planète Sciences, qui est au Palais de la Découverte, qui cherchait un lieu pour s'externaliser parce que c'était trop petit. Et la ville de Ris a proposé à Planète Sciences, toujours des relations fortuites, de venir s'installer à Ris-Orangis. Et donc en 1976, je suis arrivé pour développer les activités scientifiques sur la ville de Ris, puis ça a amené à construire l'Essonne, puis l'Île-de-France. D'accord. Donc l'agriculture urbaine, c'est vraiment votre ADN, en tout cas l'écologie.
c'est votre ADN, l'engagement c'est aussi votre ADN, on va le voir tout à l'heure. C'est vraiment une expertise que vous avez développée tout au long de votre parcours. Alors, avant de rentrer vraiment dans l'expérience que vous avez eue à RIS sur la question des jardins familiaux, j'aimerais, si c'est possible, que vous puissiez dire à nos auditeurs ce que recouvre l'activité, la notion d'agriculture urbaine, quel type d'activité ça recouvre, parce que c'est vrai qu'en regardant un peu, en cherchant un petit peu à donner une définition, on voit que c'est une notion un peu floue, en tout cas qui recouvre vraiment un ensemble d'activités, et je pense qu'il est important de les définir un peu. Est-ce que vous pouvez nous définir ça ? Alors, je ne sais pas si je peux oser rentrer dans une définition, mais si on regarde un peu l'évolution de nos sociétés à partir de la domestication des espèces végétales et animales, la ville s'est forcément développée ou a développé autour d'elle une agriculture de proximité. Même s'il y a eu, après les grandes invasions, tous ces défrichements qui ont conduit à une agriculture de village, mais toutes les villes avaient besoin de sols nourriciers à leur proximité. Donc ça s'est fait un peu différemment, mais cette agriculture était très proche de la ville, se nourrissant à la fois des déchets de cette ville et nourrissant les hommes immédiatement. Et ensuite, effectivement, il y a une dissociation les transports favorisant, ou les modes de transport favorisant l'éloignement des sources, entre les sources de production et les sources de consommation. L'agriculture a pu se développer autrement, et on le voit bien avec, si on prend uniquement l'exemple du vin, historiquement, il y avait des vins tout autour de Paris. Dès l'instant que le train a pu amener très rapidement les vins du sud de la France, voire un peu d'ailleurs, disons que ces vignobles-là ont périclité. Donc c'est le transport, le développement du transport qui éloigne l'agriculture des villes. Donc pour vous, agriculture urbaine, c'est en fait une agriculture de proximité de la ville. C'est une agriculture de proximité de la ville. Et le nouveau concept qui émerge, à l'époque on ne parlait pas d'agriculture urbaine, on parlait de maraîchage, on parlait d'ortillonnage, si on prend Amiens. Voilà, donc on parlait de différents endroits, souvent maraîchage, ortillonnage, c'est souvent sur des zones humides, des marais, d'où le terme. Bref, on a une approche de ce type-là. Bien entendu, le transport plus la révolution industrielle qui ramène des moyens de production très différents avec les intrants chimiques, la mécanisation qui se développe. Donc l'agriculture s'éloigne du centre-ville. Et c'est là que le concept nouveau est repris dans les villes où, subitement, il y a un effondrement industriel. L'agriculture urbaine, c'est un concept nord-américain, principalement Montréal, Détroit, ces villes qui, subitement, subissent un contre-coup industriel et économique et qui font des délaissés dont les habitants s'emparent. Et la thèse de Jeanne Pourias, qui est à lire, est un bon exemple, justement, de ce travail entre l'agriculture urbaine naissante nord-américaine et l'agriculture urbaine qui, progressivement, se met en place également dans les années 80 à Paris, autour... Donc là, vous avez fait un saut temporel. Oui, parce que, voilà, entre, disons, le début du XXe siècle, enfin, le XXe siècle, qui est la transformation de l'agriculture. On commence à l'exode rural, qui a fait que les villes se développent, que des terres se délaissent, les exploitations augmentent, on commence avec l'industrialisation de mettre des engrais chimiques, on amende les terres, on peut transporter du calcaire, on peut transporter des scories, on peut transporter des amendements bien au-delà des simples chevaux, donc ça bouscule tout et ça prend son ampleur progressivement et on passe d'une civilisation rurale paysanne à une civilisation d'exploitants agricoles de nos jours. Donc l'agriculture urbaine, c'est une redéfinition qui passe par l'appropriation de dents creuses, principalement. Donc on revient en proximité des villes. On s'empare des délaissés de la révolution industrielle. Voilà, il y a des gens qui font ça à la fois pour manger à Détroit, mais également pour vivre, se redécouvrir,
c'est de l'aménité, c'est un travail de relations humaines, de quartier, de revue de quartier. On le voit un peu, alors ça a pu apparaître étant comme un peu bobo pour certains, mais quand même, ça se développe, et puis subitement, il y a une autre technologie qui apparaît. Est-ce que l'agriculture urbaine peut s'emparer des toits, oui, là, c'est les années 2010, voilà, quand même, avec la technologie. Voilà, bon. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment que dans l'histoire, donc vous datez quand même la notion d'agriculture urbaine qui revient à partir de la révolution industrielle, en gros. Et on voit que jusqu'à présent, enfin jusqu'à maintenant, c'est-à-dire tout ce trajet temporel, là, le mot évolue beaucoup. Et en même temps, il donne des réalités totalement différentes. Par exemple, on peut avoir plutôt les jardins familiaux et les cités ouvrières plutôt au 19e, fin du 19e c'est l'industrialisation, c'est les années 70, à partir de 1870, c'est à partir de là que vont naître ces jardins. Alors on va en parler tout à l'heure, vous allez nous raconter, mais du coup c'est vrai que ce mot il évolue et les jardins familiaux aujourd'hui ou les jardins partagés, on parle aussi de jardins partagés, de jardins collectifs, on est plutôt sur une fonction très ludique, très familiale, très sociale. Alors donc ça me donne l'occasion de dire que cette agriculture urbaine elle a plusieurs fonctions. Est-ce qu'on peut les évoquer justement en fonction des temps? Oui, alors dans les gens qui ont fait évoluer les choses, ou cette appropriation des concepts, il y a Christine Aubry qui, au sein de l'AgroParisTech, et qui a soutenu, qui a été maître pour la thèse de Jeanne Porrias, on parlait tout à l'heure. Et puis il y a l'émergence d'une association qui est la FAUB, l'Association française pour une agriculture de proximité. Hein, voilà, donc si on fait simple, et qui justement intègre l'ensemble des possibles entre le jardin partagé en pied d'immeubles, de cours, entre les tours, l'agriculture en disant technico, j'allais dire informatique, parce qu'il y a tellement de ce qui a été porté un peu par quelques expériences à Gennevilliers sur des toits ou sur Aubervilliers, voilà. Et puis il y a les jardins familiaux. Et les jardins familiaux, tantôt on dit jardins familiaux, tantôt on dit jardins partagés. Sont-ils de l'agriculture urbaine? Au sens premier du terme, on pourrait dire oui. Le maraîchage étant de l'agriculture, le maraîchage amateur est aussi une agriculture. Parce qu'il y avait une différence parfois qu'on pouvait faire, enfin en tout cas qu'on pourrait faire entre une agriculture urbaine non marchande et le marchand. Vous voyez, je pense qu'il y a aussi ça dans l'esprit collectif, de dire que l'agriculture urbaine aujourd'hui, c'est quelque chose de plus ludique, qui n'est pas forcément associé à la sphère marchande, alors que les choses sont beaucoup plus complexes que ça quand on regarde. Oui, parce qu'il y a quand même des jeunes qui se sont... alors, sont-ils des agriculteurs ou sont-ils des développeurs de start-up? Ça, c'est une autre affaire, mais qui, dans leur esprit, souhaitaient pouvoir vivre de cette production, soit sur des créneaux très précis, d'herbes aromatiques ou de légumes très fins, voire de vignes. Il y a des projets, je ne suis pas au courant de tout ce qui a fonctionné, mais il y a quand même eu tout un cortège d'expériences qui ont été tentées avec une volonté que ça soit, entre guillemets, économiquement... Qui est un modèle économique. Voilà, que ce soit économiquement rentable et producteur d'autres services comme l'agriculture l'a toujours été. Mais est-ce que c'est quand même une différence importante avec l'agriculture classique, si j'ose dire? Si on devait donner une différence entre c'est quoi l'agriculture urbaine et c'est quoi l'agriculture classique, est-ce que c'est quand même pas cette idée du modèle économique qui... Oui, sûrement. Agriculture classique, ça veut dire quoi? Oui. Non, mais c'est un vrai... Voilà, donc si on prend l'agriculture, on sent bien actuellement, bon, les élections des corps consulaires viennent d'avoir lieu, on sent bien les débats qu'il y a autour de cette activité humaine, où certains se disent détenteurs d'un pouvoir ou d'un savoir ou d'un bon sens paysan, alors qu'ils ne sont plus des paysans, ils sont des exploitants agricoles, avec tout ce que ça veut dire. Ils sont des... Bref,
j'en ferai pas le procès parce que c'est une évolution, parce que l'agriculture a toujours répondu à ce que la société lui a demandé. Les paysans ont toujours été la variable d'ajustement sur ce qu'on leur a demandé de faire. Voilà, donc l'agriculture évoluera encore, et trouvera les solutions si on lui dit qu'il faut trouver des solutions. Cette histoire est intéressante à plus d'un titre. Donc l'agriculture a répondu aux besoins de la population avec des injonctions très fortes, avec une révolution industrielle et sociale qui s'est opérée dans l'après-guerre, avec des gens très différents dans leurs aspects, soit ayant plutôt un aspect catholique de gauche, confère, voyons la Bretagne, soit d'autres dans le Limousin avec des gens qui étaient plus sous des modèles communistes, donc bref. Et puis les grandes propriétés historiques, parce que déjà implantées dans les terres, la Beauce, la Brie, le Vexin, bref, qui étaient des terres déjà exploitées depuis très 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 longtemps, avec des formes très industrielles. Donc on a cette multitude-là de services, donc une agriculture dite qu'on pourrait dire conventionnelle, et subitement on se dit elle peut se rapprocher de la ville à nouveau. Oui. À nouveau de la ville. Donc effectivement, c'est des épiphénomènes au niveau de la surface, soyons clairs. C'est pas les jardins partagés, c'est pas l'agriculture urbaine qui peut nourrir massivement. Qui peut nourrir massivement. Oui. Mais ça interroge le concept de dire de quoi je me nourris, comment je me nourris, d'où ça vient et comment je peux. Voilà, bien sûr. Je pense qu'on est dans une. On a affaire d'un côté à la mondialisation, des produits qui traversent ou qui passent d'un continent, d'un bout d'un continent à l'autre, ou qui traversent les océans, et subitement de se dire, est-ce qu'on ne peut pas relocaliser et faire un peu de proximité? Donc on est dans ce process-là. Après, ce qui est important de se dire, et on y reviendra tout à l'heure, c'est que ça interroge la propriété foncière. Ça interroge le foncier et qu'est-ce qu'on en fait, qui le détient, comment il vit là-dessus, et effectivement, qu'est-ce qu'on met sur ce foncier-là. Voilà. Donc, vous avez donné déjà une des premières raisons, mais depuis les années 2000, on voit vraiment un engouement à nouveau pour cette agriculture urbaine et qui est plutôt lié à comment les habitants peuvent se réapproprier un peu ces sujets d'alimentation, ces sujets de retour à certaines valeurs de proximité avec l'aliment, etc. Pour quelle autre raison, du coup, ça se développe massivement Enfin, massivement, je ne devrais pas dire massivement, mais il y a un vrai engouement, en tout cas. Pour quelle raison? Alors, si on prend l'agriculture urbaine et le phénomène jardin familial, c'est une réponse à des crises. Les jardins sont cette agriculture urbaine-là, quand même, qui occupait au XIXe siècle plusieurs milliers d'hectares. Tout confondu, entre 70 et 14, il y a eu je ne sais pas si quelqu'un a fait la somme des terrains qui étaient dédiés à ces jardins-là. C'était des réponses, ça a toujours été des réponses à des crises. Donc il y a eu cette crise brutale de l'industrialisation qui a bouleversé les populations de manière importante. 14 en a été une expression très compliquée parce que les hommes étaient au front et les femmes devaient faire bouillir la marmite. En 40, il a fallu manger, donc les jardins sont revenus, les jardins du Maréchal. Ensuite, 30 glorieuses, là, on oublie un peu tout parce que tout va bien, l'agriculture progresse et ainsi de suite, il n'y a plus de soucis. Et puis d'un seul coup, années 70, de nouveau, crise du pétrole, on arrive à une renaissance du phénomène jardin familial. Du phénomène jardin familial. Voilà, ça c'est un regard. Parce que dans la tête des gens, l'évolution du jardin a une fonction soit d'appartenance, puis bon, il y a tout le pouvoir de la publicité, de la petite maison avec le bel haie de tuya, le beau gazon, quelques rosiers et tout va bien. Ça, c'est une constante et on revient actuellement à ça. Et deuxièmement, l'arrivée de populations migrantes qui, elles, quand elles arrivent, ne sont pas toutes des bac+5.
c'est en grande partie ceux qui arrivent, ils ont quitté leur sol sur lequel ils le cultivaient. Qu'on soit du Maghreb, si on fait toute l'histoire, qu'on soit italien, polonais, espagnol, maghrébin, turc maintenant, subsaharien aujourd'hui ou venant d'Asie, tout ce monde-là a dans ses pratiques, dans sa culture, la pratique de la culture des sols. Ouais. Donc, si on leur offre la possibilité ils sont preneurs immédiatement. D'accord, donc les jardins familiaux, c'est vraiment d'abord une histoire de crise et de très pratique, enfin, c'est-à-dire il faut manger, et dans des périodes de crise, à un moment donné, on est obligé aussi de revenir soi-même à être producteur de son alimentation, et c'est aussi des questions culturelles. Et du bien-être, alors qu'il y ait du bien-être imposé, dans un premier temps, si on regarde un peu les objectifs, je ne pense pas qu'il parlait comme ça, mais si on regarde les objectifs des patrons bien pensants, paternalistes du 19e siècle, c'est d'offrir un coin de terre à la famille, puisque c'est le titre, la ligue du coin de terre et du foyer. Donc c'est quand même très calé sur ce schéma-là. Effectivement, on donne à la famille la possibilité de produire des légumes, et pendant ce temps-là, le mari n'est pas à l'estaminet, à boire des canons et à parler politique avec ses collègues. Donc c'est un peu ça. Donc ça, c'est les heures naissantes de gloire du jardin ouvrier à la française, mais qui n'est pas qu'à la française. Si on regarde bien, c'est un mouvement européen de l'époque qui se retrouve avec les allotment gardens en Angleterre, en Allemagne, il y a la même chose, en Suède. C'est vraiment la fin du 19e siècle, les jardins ouvriers. Alors en France, c'est développé, en regardant un petit peu, notamment pendant effectivement cette fin du 19e siècle, mais aussi pendant l'entre-deux-guerres, par le maire de Suresnes, président du Conseil général de la Seine, Henri Sellier. Donc c'est en tout cas par lui que ça commence vraiment à se développer. Et il fait, lui, en tout cas, de ces jardins ouvriers, l'idée de articuler l'urbain avec le social. Et c'est ce que vous dites, en fait. Donc, alors, la naissance des jardins ouvriers, de ce que j'en ai compris et vu, il y a 3 pôles un peu leaders. Sedan, donc les Ardennes, Saint-Étienne, l'abbé Volpette, et Hasbrouck, l'abbé Lemire. Donc ça, c'est vraiment dans les fin du 19e. L'abbé Lemire sera maire d'Hasbrouck, député pendant plusieurs mandatures, et à partir de ces expériences-là, va créer une fédération, la Ligue du coin de terre. Il en créera même une internationale. Mais c'est bien ce que vous dites. C'est-à-dire qu'à la fois, on part de la terre avec une vision très cadrée de ce qu'est la famille, et subitement, on va arriver à quelque chose de plus social. Parce que ces mêmes gens, donc l'abbé Lemire va partir plutôt de la droite pour arriver un peu au centre-gauche, va être instigateur aussi des premiers, entre ce qu'on pourrait après appeler des premiers HLM, parce qu'il a fondé le béguinage d'Hasbrouck. Il va travailler également sur l'émergence des caisses d'épargne, donc on est bien dans un mouvement agro-social, si on peut dire comme ça. Et après, effectivement, d'autres gens s'en empareront. Donc on parle d'Henri Sellier, ce qui était drôle, parce qu'il y a une rue Henri Sellier à Rissorangis, qui beaucoup des jardiniers habitent la rue Henri Sellier, et qui va effectivement donner cette réflexion importante et qui va conduire au Paris Jardin. Donc on va aller plus loin. Donc 19e siècle, c'est, si on fait simple, le on loge la famille non plus dans un taudis, mais au moins dans quelque chose de cohérent, de salubre, et ça permet de faire venir ceux qui crèvent de faim dans les montagnes ou dans les collines, et puis on leur donne un bout de jardin pour pouvoir se nourrir. Donc, ce travail-là va évoluer jusque dans les années 40.
Et après, il y aura cette rupture des 30 Glorieuses et la réémergence actuelle. D'accord, c'est vraiment intéressant et je trouve que c'est important de revenir un peu sur l'histoire de ce mouvement, parce que ça permet d'éclairer, comme toujours, hein, ce qu'on vit aujourd'hui, malgré tout. Alors, ces jardins familiaux et ces mouvements, ils ont fait l'objet, évidemment, comme tous les mouvements, à un moment donné, d'organisations plus syndicales ou d'organisations associatives. Donc, il y a une fédération nationale des jardins familiaux et collectifs. Donc, vous avez eu des responsabilités sur cette association, hein, en 2014. Oui. Voilà, j'ai été secrétaire un petit bout de temps, puis j'ai été président de 2014 à 2017. Mais j'ai pas pu tenir la distance en étant à la fois adjoint à Ris-Orangis et ça fait beaucoup d'engagement. Ça faisait beaucoup et c'est très compliqué. Ouais, être président d'une fédération de cet ordre-là, c'est un engagement unique et fort. Pourquoi Bon, parce que vous devez effectivement assurer une continuité d'esprit entre l'histoire de ce mouvement-là et le faire évoluer. Et comme tout, il y a toujours des gens qui trouvent que c'était mieux avant ou que c'est mieux comme c'est maintenant et pourquoi ça changerait. Et puis vous n'êtes pas sur place. Donc quand vous arrivez, certes vous êtes porteur souvent d'un petit peu de gentillesse parce que vous êtes le président, mais si jamais vous venez à lever quelque chose qui vous taquine vous un peu et que vous... Donc, subitement, de quoi il se mêle. Donc oui, tous les engagements sont toujours un peu... C'est toujours compliqué, et puis de se retrouver un peu comme étant le sénéchal du coin, parce qu'on va devoir régler un conflit pour lequel on n'est pas au fait de tous les tenants et les aboutissants. Donc, c'est une tâche très compliquée. Qu'est-ce que vous avez pu développer malgré tout, malgré la complexité de l'engagement ? De l'engagement, ce que je suis à peu près content d'avoir mis en place, c'est le comité scientifique. C'est-à-dire de se dire là aussi, le prédécesseur avait lancé un travail sur on n'utilise plus de produits phytosanitaires synthétiques issus de la chimie de synthèse. Donc ça, c'était un acquis important. Et mon rôle, tout à fait humble, c'est d'avoir pu installer un comité scientifique composé de quelques experts qui permet de faire encore avancer et de faire valider l'émergence de l'agroécologie, de comment mieux ou pas travailler le sol, d'avoir cette collaboration avec les chercheurs. Donc ça a été un travail avec des chercheurs sur le premier plan de l'ADEME qui s'appelait SOJA, sol de jardin, qui a donné JASSUR, jardin associatif et sol urbain, avec des chercheurs de l'ensemble du territoire français. Donc ça a été apporter cette validation scientifique au sein de cette pratique et de donner un peu de base à faire évoluer à la fois la pratique du jardinage, mais surtout la gouvernance. Ouais. Et c'est ça, parce que animer un jardin, enfin un site de jardin, c'est pas que de savoir bien comment fonctionne le sol, les plantes, etc. Comment fonctionne aussi l'humain. Oui, donc on va en parler dans le cadre de votre expérience à Ris, notamment. On en vient à cet engagement. Donc Ris-Orangis, c'est une ville de 30 000 habitants qui se situe dans l'Essonne, à 25 km du centre de Paris à peu près, donc Grande Couronne. Elle fait partie de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, aujourd'hui. Et donc, la création des jardins familiaux date d'il y a maintenant quelques années, puisque ça date de environ 1995. En tout cas, l'idée commence à émerger à ce moment-là. C'est d'ailleurs votre idée, enfin, en tout cas, c'est vous qui insufflez vraiment cette idée, qui est ensuite reprise. Est-ce que vous pouvez nous raconter la création des jardins familiaux à Ris ? Comment ça se passe ? Quel est le contexte ? Comment ça arrive au bout de 2 ou 3 ans à se réaliser, etc. Alors, donc oui, ça rejoint mon histoire. Moi, je suis tombé dans le jardin, des jardins d'enfants, on va dire ça comme ça. Et donc, j'ai toujours fait le jardin, depuis ma plus tendre enfance, parce que j'ai eu cette chance-là d'avoir été élevé par un grand-père paysan, un vrai paysan, et qui m'a initié à la pratique du jardin, je crois depuis mes 4 ans. Ouais. Et donc, sur Ris, j'avais toujours essayé de mon côté
de trouver un petit endroit pour faire un bout de jardin sur des terrains qui ne m'appartenaient pas parce que j'étais en HLM. Et donc, progressivement, je me suis dit, est-ce que ça intéresse du monde? Et globalement, assez vite, ayant été conseiller municipal en 89... ah oui, déjà. Déjà. D'accord. J'ai pensé que ça pouvait être une idée intéressante à proposer au maire de l'époque, qui était Daniel Perrin, qui était un maire qui a fait beaucoup, enfin, qui a piloté un conseil municipal, j'en reparlais encore hier soir au conseil municipal, qui a fait plein de choses sur la ville, et qui était un maire, lui, communiste, mais avec une union de la gauche, comme panel de conseillers. Et je lui ai dit, quand même, Daniel, ce serait bien qu'on puisse faire des jardins familiaux. Et là, il m'assoit, il me dit, arrête de m'embêter avec ce truc à la Pétain. Bon, c'était travail, famille, patrie, on est d'accord. Donc, je me suis dit, ben, il va falloir que je trouve un peu autre chose. Une autre manière d'argumenter. Une manière d'argumenter. Donc, ça, c'était le mandat 89-94. Et en 94, changement de patron. Et c'est Thierry Mandon qui devient maire de la ville. On était assez proches, puisque moi, j'étais... on avait milité un peu ensemble et réfléchi sur l'avenir de la ville. Et je vais donc lui proposer l'idée de faire des jardins familiaux sur la ville. Donc, on se met à la fois en recherche d'un lieu, et puis de commencer à en parler. Et là, subitement, ça fait écho, ça rebondit. Il y a tout de suite une 10-15 personnes qui sont intéressées par la chose, donc on en parle. C'est un peu précurseur, hein, je trouve, par rapport à un mouvement qui a après prendre une ampleur plutôt dans les années 2010. Voyez. Oui. Est-ce qu'à l'époque, en 95, il y a... Je pense que c'est déjà amorcé. C'était déjà amorcé. Je pense que... Je pense que le 80, enfin, les années 80, je pense que ça, on vient de subir les crises, et il y a comme les idées écolo qui commencent à percoler, ouais. Ouais, ça va. Donc bref, donc ça voilà, c'est parti. On trouve un terrain, on réfléchit avec les gens qui peut nous aider à ça. Et il se trouve qu'il y a un syndicat de vallée qui s'appelle le CIVOA à l'époque, le syndicat de la vallée de l'Orge, qui lui aussi a fait un pas de côté par rapport à son activité unique de gestion de rivière, qui justement, toujours pareil, pour voir comment on peut infiltrer l'eau, créer des zones un peu, s'est inspiré de Berlin sur la création de jardins familiaux. D'accord. Et donc a déjà mis en place des jardins familiaux à Fleury-Mérogis, sur un certain modèle. Et on va reproduire ce modèle-là à Ris, avec eux, en réfléchissant sur comment organiser cet espace pour que les gens s'y trouvent bien. Alors, comment on l'organise, la conception des jardins? La conception du jardin, donc, eux sont des ingénieurs paysagistes, pas architectes, mais ingénieurs paysagistes, et me disent, voilà ce qu'on peut faire. Moi, je me dis, faut que ça soit un lieu convivial, faut que ça soit un lieu qui soit sympathique, donc on va pas faire quelque chose d'orthonormé, parce que les gens vivent dans des tours, on va pas remettre une langue de terrain, un cabanon, donc on essaie de trouver quelque chose qui satisfasse cette envie un peu de paysager, et donc on va faire un système avec une allée centrale qui n'est pas rectiligne, qui est un peu en ligne brisée, qui va distribuer des entrées d'îlots qui sont carrées et qu'on divise en 8 parcelles triangulaires avec un puits au milieu. D'accord. Un point d'eau. Ça a été le concept de conception. Le point d'eau au milieu, pour moi, étant la place... symboliquement, la place du village, on se retrouve autour de la fontaine. Et ça, c'est le modèle qu'on a reproduit après dans les agrandissements. Peut-être donner, en tout cas, la localisation de ce terrain par rapport à Ris, il se trouve où? Alors, ce terrain se trouve sur le plateau agricole historique, fait partie des endroits délaissés, un peu,
puisque faisant partie de l'expansion théorique de la ville nouvelle d'Évry, dont Maurice faisait partie, c'est des terrains rachetés par l'agence foncière de la région parisienne de l'époque, la FTRP, plus ou moins laissés en utilisation aux anciens propriétaires agriculteurs, mais la première tranche se fait sur des terrains qui étaient un peu en déshérence, sur un improbable chemin de Montlhéry, parti à Volo, et donc on est sur une friche. Oui, oui. Mais autour, il y a déjà des... Ah ben autour, on est au pied des tours. Voilà. On est au pied des tours, il y a des jardiniers, certains jardiniers ont 15 mètres à faire, ou jardinières, ils ont 15 mètres à faire pour venir sur le site. Donc voilà un peu cette localisation. On n'est pas très loin de l'autoroute, mais on est sur ce plateau agricole historique d'Urpois. Voilà. Donc on est sur des terres, on y reviendra peut-être, qui sont des terres moins fertiles entre guillemets que la Beauce, mais qui sont d'une bonne consistance pour produire. Voilà. Et donc on part de cette conception-là avec un local. Alors, collectif. Par rapport à l'organisation, est-ce que c'est la mairie qui porte ce projet ou est-ce qu'il y a une structure associative qui se crée immédiatement ? La mairie porte le projet pour en avoir la maîtrise foncière et économique de départ. Il faut trouver l'argent pour l'aménagement, il faut mettre en œuvre un certain nombre de process qui sont l'agence des espaces verts, qui va aider fortement donc la région, le département qui veut mettre un peu, la ville, contrat de ville, c'est les premiers contrats de ville, donc on aura quelques aides de l'État. Donc ça, c'est la ville qui s'occupe de ça. Mais parallèlement, on va monter une association qui verra le jour en 97. 95, le projet émerge. Il faut donc presque 2 années pour le faire aboutir, discuter, qu'est-ce qu'on fait. Et puis, une association émerge et, par convention, la ville va lui déléguer la gestion de cet espace-là. Voilà. Et c'est ce qui permet, une liberté de gestion. Il n'y a pas d'emprise de la ville autre que celle de dire vous avez un objectif principal qui est de permettre aux gens de Ris-Orangis habitant en appartement de pouvoir bénéficier d'un jardin. Voilà. Donc c'était ça les conditions. C'était ça les conditions. Est-ce que ça a évolué ou est-ce que c'est toujours le cas ? C'est toujours le cas, sauf que c'est maintenant habiter Ris-Orangis. Voilà, d'accord. Il n'y a pas Parce que au départ, effectivement, on a privilégié ceux qui étaient en appartement, puisque sur la ville, il y a quand même une grosse... 40%, je crois, voilà, en appartement. En appartement, et sur ces 40% en appartement, beaucoup sont dans du social HLM, bien sûr. Et avec un seul bailleur. Bref, donc l'idée, depuis maintenant 6 ans, c'était d'ouvrir à l'ensemble des Rissois, puisqu'il y a plein de petites maisons de ville qui se sont mises en place sur Ris-Orangis, où il n'y a pas forcément de jardin. Donc, et ça permet là aussi une mixité sociale. Est-ce qu'il y a eu un succès immédiat à cette initiative ? Comment ça s'est passé ? Donc, au départ, il y avait combien de parcelles ? Alors, au départ, quand on a créé le dispositif, il y avait 80 parcelles. 80 parcelles, dont une petite dizaine n'avaient pas d'abri, parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour mettre des abris partout. D'accord. Je le précise. Parce que, donc potentiellement 80 familles. 80 familles. Donc, c'était lancé sur la ville. Ouverture de jardins familiaux. Inscrivez-vous, manifestez-vous auprès de la ville d'abord, puisque l'association n'était pas constituée. Et à partir de la liste initiale, des gens qui se sont inscrits, on avait les dates de leur inscription. On a réuni les 80 premiers jardiniers. On a fait un tirage au sort, comme si on était dans le Far West. On a tiré au sort les parcelles qui étaient dénommées d'un nom de fleur et d'un numéro, de 1 à 8 pour quasiment la totalité. Et donc les gens ont tiré leur numéro, et ils avaient 15 jours pour confirmer, voir si ça leur plaisait, si ça leur plaisait pas, s'ils préféraient échanger avec un voisin, avec un objet que ne se constitue pas
l'îlot portugais, l'îlot que ne se constitue pas l'îlot portugais, l'îlot maghrébin, l'îlot... Ah oui, alors ça, vous avez veillé à ça. Au tout début, on a veillé à ce que... parce que j'avais vu dans d'autres... Tout de suite, évidemment. Et oui, parce qu'en prenant, j'avais vu que ça pouvait virer comme ça. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, la mixité dont vous parlez, entre sociale et entre les cultures, reste d'actualité. Enfin, reste d'actualité. Voilà, et on essaye que quand une parcelle se libère, elle ne soit pas prise systématiquement par une aménité autre que celle du simple fait de vouloir un jardin. Oui, d'accord. D'accord, donc succès immédiat. Succès immédiat. Affolant. On livre les parcelles. Vous attendiez à ça ou pas? Je m'attendais, vu l'engouement qu'il y a eu, ouais. J'ai été complètement surpris quand même. Enfin, il y a d'autres choses qui m'ont plus surpris encore, mais déjà que cette masse-là, qui est dans la population, autant de gens qui aspirent à ça. Donc ça a quand même été une réelle surprise, parce que on a dit on livre les jardins, mais on prend tout de suite les noms de ceux qui n'ont pas pu en avoir. Et là, liste d'attente. 2 mois après, 80 noms. Ah oui. Alors on est en 98, ouais. Février 98, bon, il fallait déjà lancer l'opération, il fallait quand même mettre en place tout le dispositif, parce que l'association se crée, certes, mais il fallait quand même organiser les parcelles, et en plus il n'y en a plus beaucoup, c'était pas facile, bon, il y avait ceci, il y avait cela, il fallait que ça marche, il fallait que ça tourne, donc c'était quand même une occupation de mise en route importante. Et d'un autre côté, il y a ces 80 personnes très rapidement qui disaient « moi j'en veux un, j'en voudrais bien aussi ». Et donc assez vite, je crois que c'était tout de suite après le mois de juin, juillet, on a fait un premier méchoui, bref. Donc c'était l'engouement naissant. Et je vais voir Thierry Mandon, je dis « écoute, il y a 80 personnes qui attendent un jardin, qu'est-ce qu'on fait ?» Il me dit « on repart ». Et donc, on s'est remis en route pour partir sur une deuxième tranche. Avec 80 parcelles à créer, quoi. Et on s'est dit là, ok, plusieurs choses m'avaient surpris, comme je le disais. Un, premièrement, qu'il y avait un attachement atavique à la parcelle de terre. Parce que bon, on a réussi, c'est un peu compliqué peut-être à expliquer, mais il y avait toute une bande de terrain que les mésusages successifs ont fait qu'elle n'appartenait à personne. Elle est cadastrée, mais elle n'est ni à la ville, ni à des propriétaires. Et donc, il y avait cette espèce de mésusage qui a fait que on a bougé un peu les lignes initiales assez vite. Et ça a suscité des... Et là, déjà, tu m'enlèves ma terre. Tu m'enlèves ma terre. Enfin, on dit, je ne te l'enlève pas, on la redécoupe. Mais, donc, ça, c'était la première vraie surprise. L'attachement à la parcelle, à sa parcelle de terre. Ouais. D'où ça vient, ça? Dans quelle partie du cerveau c'est logé? Je ne sais pas, mais ça, c'était. Ouais. La deuxième chose qui m'a surprise, c'est que très rapidement, le petit local qu'on avait est devenu le cœur d'un atelier. C'est-à-dire que se sont descendus des balcons, des caves, des garages. Donc une mise en commun. Une mise en commun d'outillage. Venant des habitations personnelles. Venant des habitations. Des gens qui bricolaient à la maison et qui subitement avaient un endroit avec un petit local et un préau sur lequel ils pouvaient bricoler sans gêner le voisin du dessus, d'à côté. Et en même temps, avec une envie de partager du coup. Et bien entendu, puisque c'était « ah bah tiens, je vais te faire un portillon, je vais aménager des étagères ». Et donc cette idée d'atelier, il y a quelque chose à penser si jamais on se développe. Voilà. Donc plus que les petits abris finalement dans chacune des parcelles, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des locaux communs et on voit que c'est approprié. C'est fondamental. Et que les gens s'investissent dans ça. C'est fondamental. C'est de l'écologie. Ouais. La biocénose a besoin d'un biotope. Ouais. Donc, cet endroit-là, ça devient le cœur de la biocénose parce que, il y en a qui sont toujours là, parce que subitement, ils viennent juste d'être en retraite, ou ils ont du temps, ils ont envie de partager, de se valoriser. Enfin, là, on est complètement dans un phénomène social et culturel. C'est-à-dire que
je sais faire, je te montre, je transmets. On partage, bref. Donc ça a été la bonne et divine surprise. Et plus tard, quand je serai président, où je verrai l'ensemble des jardins, là où il y a un local, il y a de la vie. Là où il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Ouais. Après, il faut gérer ce local. Il faut gérer. Comment on fait? Ouais. Après, c'est de la gouvernance des hommes. Et c'est de la responsabilité. Et donc là, c'était de se dire, ben, effectivement, il y a un conseil d'administration. Il y a des gens qui sont élus par l'Assemblée générale au conseil d'administration, qui s'investissent et qui apportent leur savoir et leurs compétences. Et donc, ces gens-là, ben, il y en a qui étaient plus à travailler le bois, il y en a qui étaient plus sur le jardin, d'autres le faire. Et puis c'est l'entreprise sociale dans son. C'est le vrai terme. C'est un vrai terme. Entreprise sociale, hein, c'est ça. Ça, c'est ce que j'ai découvert, c'est cette entreprise sociale productive. Et disant, ah bah tiens, moi j'ai un vieux truc, je suis à Auchan, il y a un vieil abri des caddies, est-ce qu'on peut pas aller le chercher plutôt que de le jeter là? Ça devient, et comme ça on fait. Donc. Ça, c'était en 95, 2000. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. Ce fonctionnement. C'est toujours le cas. Ce fonctionnement dure, et c'est encore structuré plus profondément, parce qu'il y a eu des ajouts sur des compétences. Donc oui, mais justement, est-ce que la structuration, parce que je vois effectivement, vous avez aujourd'hui, c'est une entreprise carrément, enfin je veux dire, en tout cas, c'est plus tout à fait amateur, il y a une vraie structuration, etc. Est-ce que ça n'a pas supprimer cette spontanéité un petit peu, ou, vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, quand ça s'institutionnalise, parfois on perd la spontanéité de départ et cette... C'est tout le combat. Ah, c'est tout le combat, c'est toute la veille de la gouvernance, de faire une entreprise, mais de ne pas laisser s'instaurer un diktat de quelques-uns, de quelques-unes, parce qu'elles sont présentes et pour X raisons, trouve une raison personnelle de vivre ici et de s'arroger un certain nombre de pouvoirs. Donc ça, c'est ce travail de responsable, de président. Ça, voilà. En disant, ben oui, mais attention, et donc là, on est dans des phases toujours, et c'est toujours... Je pense c'est pareil. Un équilibre à retrouver à chaque fois. Quoi. Voilà, parce qu'il y en a qui voudraient bien être les califes à la place du calife, ou pas, mais qui, de fait, disent, bah, voilà. Et ça, c'est un travail. Donc, à la fin de cette première expérience, quand on dit on repart, deux notions, on repart pareil, dans la même organisation spatiale du territoire, avec deux modifications. Quelques familles ont souhaité avoir un jardin plus grand que 100 mètres carrés. Donc on va créer des parcelles, on va créer deux zones où il y aura des parcelles un peu plus grandes, jusqu'à 180 mètres carrés. Et puis on crée une zone de respiration intermédiaire, de ne pas coller les deux tranches l'une à l'autre et de laisser un espace qui va servir à mettre une pelouse, un terrain de boule, un verger, voilà, qui va à la fois permettre d'avoir une multifonctionnalité, d'amener une autre multifonctionnalité au site, qui est celle du loisir collectif. De la vie sociale. De la vie sociale plus ou moins organisée. Ouais. Et un autre local, cette fois à vocation d'atelier. D'accord. Parce que là, subitement, ayant vu ce phénomène-là, on va dire, programmons-le, organisons-le, au moins dans l'aspect. Et là, encore une fois, l'engouement, la pratique fera que cet espace qui est un vide de tout, sera isolé par les gens, sera organisé pour ranger des outils, de créer un petit espace bureau plus convivial et de faire une cuisine. De ce qu'on va récupérer, la débrouille. Moi j'ai une vieille cuisine, et alors donc on installe des éléments qui... Et ça va devenir, là vraiment... Le tiers-lieu avant l'heure. Le tiers-lieu avant l'heure, puisque on va avoir les premiers engins à moteur, puisque là il y a des espaces à entretenir, donc il faut des tailleurs, il faut
faut des tondeuses, il faut des choses comme ça. Donc cet espace-là va devenir le lieu à la fois de stockage, de réparation, de gestion puisque moi, j'ai un vieux bureau à la maison, bref. Et puis un lieu, quand on a travaillé, on fait un frichti, on mange ensemble, c'est plus cohérent. Et puis, on peut se réunir l'été, c'est pas chauffé pour l'instant, mais on peut se réunir au moins dans un local à nous sans aller ailleurs. Parce que les premières années, on n'avait pas de vrai local où on pouvait, hormis ce théoriquement soi-disant bureau qui était devenu un atelier, donc on n'avait pas d'endroit pour réunir le conseil d'administration. Donc une deuxième tranche qui est un succès pareil que la première. Pareil que la première, et subitement, on arrive encore là, et on passe les 80, on arrive à 100, on arrive jusqu'à 200 demandes, des attentes de 200 personnes. Donc, qu'est-ce qu'on fait, monsieur le maire? Eh bien, on y va. On repart sur une troisième tranche. Donc, cette troisième tranche, donc 98 la première, 2001 livraison de la deuxième, oui, c'était 3 ans, c'était très court. Et là, quand même, ça avait pris un peu de temps. Il y a eu des aménagements divers et variés sur des parties qui n'étaient pas organisées. Donc, ils se sont organisés pour tamponner cette effervescence. Et donc, on devait livrer la troisième tranche en 2011. Et c'est là qu'on rejoint d'autres contingences dont on reparlera peut-être tout à l'heure. C'est quand tous les plans sont faits pour 2011. Et subitement, à côté, émerge la ZAC de la ferme d'Orangis. Et subitement, on me dit, l'extension qui était dessinée et prévue là, pour la troisième tranche, ne sera pas là et sera toujours concomitante, mais dans un autre lieu. Donc le foncier de la troisième tranche, ça faisait en fait partie du périmètre de la ZAC. Voilà. C'est ça ? Voilà, il était dans le périmètre de la ZAC. Donc il faut trouver il se trouve que dans la conception du site, il y a la possibilité d'étendre sur une autre partie, mais qui était en friche depuis plus longtemps, abandonnée de l'agriculture parce que trop humide, plus humide tout au moins. Et donc abandonnée, il se trouve c'est presque un petit bois de saules, de bouleaux, et de divers arbustes épineux ou pas. Et donc on dit, c'est la A. Donc si on doit faire la troisième tranche là-bas, il y a un peu de job, alors qu'à côté, c'était encore des céréales. Ce que je n'ai pas dit, c'est que quand on fait en 98, sur l'emplacement de la deuxième tranche, il y a encore du blé, il y a encore du colza. Donc on est bien dans de l'agriculture. Conventionnelle, tout à fait. Bref. Et donc, il faut défricher. Et pour pas que ça coûte cher, je dis, on défriche. Donc c'est les jardiniers qui ont défriché à la tronçonneuse. Bref, on a fait je ne sais plus combien de stères de bois, bref. De façon à pouvoir réaliser cette troisième tranche qui, elle, sera livrée en 2014. D'accord. Avec combien de parcelles, du coup ? Toujours pareil. 80 ? Toujours 80, un modèle de 80 parcelles, en ayant fait évoluer le concept, en l'améliorant, en mettant du bois plus vertueux, donc c'est du mélèze, origine France, voilà, c'est des choses comme ça, donc qui prennent naissance. Et puis un bâtiment, dans lequel, encore en dur, dans lequel nous sommes là aujourd'hui, donc qui part de l'idée que, effectivement, il y a eu besoin d'un atelier, il y a un phénomène de partage de repas, de cuisine, donc on se dit, il faut que le nouveau lieu puisse avoir cette vocation d'être un lieu qui serve de transformation des aliments ou festifs ou de partage social. Alors justement, par rapport à cette alimentation, est-ce que la politique de RIS Orangis autour de l'alimentation, est-ce que en tout cas la création des jardins familiaux a permis de faire évoluer la politique alimentation alimentaire à l'échelle de la ville en tout cas? Est-ce que vous avez travaillé cette question? Non, les jardins familiaux,
c'est toujours un peu peut-être prétentieux, il ne faut surtout pas que ça le soit, mais c'est un prémisse, c'est des prémices, je ne sais pas. C'est une première étape. Une première étape de la prise en compte municipale, avec d'autres projets comme les docks des alcools, la transformation d'une friche industrielle en écoquartier. C'est une prise de conscience environnementale au sens noble et complet, complet du terme, puisqu'on parlait d'entreprise, entre guillemets, sociale et productive. Donc, quelque part, ça induit de revoir comment la ville peut se réorganiser. Mais je ne pense pas que dans un premier temps, il y ait une réponse par rapport à l'alimentation. Par rapport à l'alimentation des gens qui ont un jardin, oui. Ça change les choses. Ouais. Ça change les choses et les gens le disent. Et les gens enfin, pas tous, mais certains disent, moi, les légumes que je consomme dans ma famille sont produits à 90% dans mon propre potager, en fait. Dans mon propre potager, parce que je congèle, parce que je conserve. Voilà. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce que parmi tous les jardiniers... Aujourd'hui, il y a combien de jardiniers? Enfin, en tout cas, il y a combien de familles? Il y a 257 familles. 257 familles. Sur les 257 familles, j'imagine que tous ne font pas des légumes, mais peut-être que en tout cas que des fleurs, peut-être? Très peu. Très peu. Donc quasiment tous font des légumes. Tous font des légumes. Beaucoup de légumes. Beaucoup de familles font des légumes d'été. Ouais. Ce que j'appelle, ce que quelqu'un a fait d'appeler légumes ratatouille. Ouais. Donc le jardin ratatouille. Mais beaucoup font plus que ça. D'accord. Quelques-uns ou quelques-unes dames, parce il y a des petites parcelles où quelques dames âgées font plutôt un petit jardin d'agrément, parce que voilà. Donc c'est quasiment que du légume. Enfin, en tout cas, voilà, c'est utilisé à ça. C'est la vocation principale historique, qui n'est pas stricte comme elle a pu l'être dans les années 1870, parce que là, c'était obligatoire. C'était obligatoire et c'était même imposé en France et ailleurs. En Russie, c'était vraiment ça a sauvé de la famine. Oui, évidemment. Ouais. Et là, mais alors justement par rapport à ce pouvoir d'achat, etc., vraiment, est-ce que c'est significatif dans le budget des ménages, des familles, les 250 familles? Est-ce que vous arrivez à l'évaluer, ça? Alors, ça a été évalué par Anne-Cécile Daniel, qui était une collègue de Jeanne Bourrias et qui doit être maintenant responsable au président de la FAUB dont on parlait tout à l'heure, et qui avait fait une analyse, mais pas sur nos jardins, pas sur risque. Il faut du temps pour faire pour mettre ça en place, parce que donc il avait fait ce que les gens produisaient. Donc il y avait un carnet de récolte, et ça veut dire que vous pesez, vous comptez. C'est long. Et donc elle avait fait ça, et moi j'avais ramené ça au prix du marché à Rungis en bio. Et donc ça permet d'avoir une fourchette de gains financiers. Mais on n'a pas non plus que tous les gens font entrer en matériel. Il n'y a pas l'investissement. Les graines, les quelques intrants. Mais globalement, est-ce que c'est quand même alors... Mais globalement, ça permet un gain entre 1 000 et 1 500 euros en euros d'aujourd'hui. D'accord. Si sur 100 mètres carrés, si vous faites un jardin, il y a quelques jardiniers qui font ça. Alors, auxquels s'ajoute, par exemple, chez les familles d'origine de Turquie, la fabrication du pain. Ah oui, bien sûr. Oui. Donc ils viennent, ils viennent faire leur pain ici, puisqu'ils ont la place subitement. Donc ils amènent le dispositif pour. Donc c'est pas un gain, parce qu'il faut acheter la farine quand même et l'eau, mais ils ont le bois, parce qu'on a coupé du bois, et donc on a cette production. Bon, maintenant on a les œufs. Puisqu'on a des poules, on a le miel, on a les plants qu'on fait collectivement. Donc, tout ça ramené fait que ça a une incidence, ça quand même... Certes, on paye une adhésion, une cotisation. Alors, de combien? Alors, sur 100 mètres carrés, actuellement, on paye 130 €, on va dire. On va faire ça. Par an?
par an, 30 € pour l'adhésion à l'association et lever la main en assemblée générale. Et 1 € du mètre carré, si on la sent, c'est ramené à 1 € du mètre carré, parce qu'il y a quand même des parcelles qui ont une variabilité de taille. Voilà. Donc, par rapport à ce côté alimentaire, c'est de dire, est-ce que ça, c'est une incidence? Oui, c'est une incidence double à la fois sur l'alimentation, mais ça met en place des fonctionnements qui vont interpeller autre chose qui sont par exemple le compostage. Ouais. Qu'est-ce que je fais des déchets alimentaires? Oui, bien sûr. Qui est un vrai enjeu. Et là, on voit arriver l'éducation. Et donc, effectivement, il y a un programme lancé sur la ville à partir des jardins familiaux, sur le compostage dans les écoles, du déchet alimentaire. Voilà. Donc, on est rentré dans ce cercle-là. Ouais. Vertueux. Je l'espère, qui est cette éducation à alimentation, production. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc des jardins dans les écoles qui souvent ne fonctionnaient pas bien, parce qu'on a fait des jardins pédagogiques, mais il faut venir. Bon, ouais. Alors que là, il y a quelques écoles maintenant où tout s'instaure, ce cercle-là vertueux. Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je jette? Si je jette, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ça peut produire? Ouais. Et c'est parti. C'est pas gagné, mais c'est parti. Ça infuse quand même. En tout cas, vous le voyez. Et puis, il y a le plan alimentaire, le PAT de l'AGLO qui projet alimentaire territorial. Voilà, oui. Merci, qui se met là progressivement en place. Mais il y a d'autres composantes où là, on rentre effectivement dans la vraie production. Donc les jardins familiaux ont amené ça. Et quand, en 2014, le maire me redemande, puisque je suis en retraite, de devenir conseiller municipal et adjoint chargé un peu de ce qui était développement durable, la première mission, c'est de recréer une ferme. Oui, d'accord. Voilà, donc ça va être une des actions importantes de mon mandat de 2014 à 2020. D'accord. Donc, effectivement, on voit quand même l'importance des jardins familiaux avec l'ampleur que vous lui avez donnée dans la ville, dans l'aménagement de la ville, dans la culture des familles, dans la mixité sociale. Enfin, on voit toute la vie que ça apporte. Et à partir de cette expérience aussi, vous avez développé la ville de Ris, une attention particulière sur la question, bien sûr, des sols. Donc vous avez été précurseur dans cet engagement vraiment de la question de la préservation des sols urbains. Et en 2022, la ville a été lauréate d'un appel à manifestation d'intérêt qui a été porté par l'ADEME sur ces questions de sols fertiles et de préservation. Et donc vous avez travaillé avec le CRMA à un diagnostic des sols pour la prise en compte de la situation des sols, et ensuite dans le PLU, dans la modification des PLU, et en distinguant du coup des sols qui sont à renaturer parce qu'ils sont de très bonne qualité et des sols où là on peut peut-être plus densifier et intensifier l'usage urbain. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience et de la suite, parce que là je crois que vous êtes en phase quasiment de finir le diagnostic. Allez-y, je vous en prie. Oui, parce que hier soir c'était le conseil municipal et j'avais la charge et l'honneur de lancer l'opération de renouvellement de notre plan local d'urbanisme. Donc on est vraiment dans le ça a même pas ça a juste 12 heures de décalage. Et comme je le disais, ce PLU qui va s'appeler Habiter la Terre, c'est 40 ans d'histoire. Parce que même si le maire de l'époque Perrin ne voulait pas des jardins familiaux, il avait quand même su préserver, en sortant de la ville nouvelle d'Évry, parce que c'est toujours pareil, l'acte fondateur, c'était le NIET, si je peux me permettre un peu d'humour, et donc de conserver des sols et de les préserver d'une urbanisation qui a été un peu galopante si on regarde ce qui s'est passé sur le territoire d'à côté. Donc ça, et les prémices que je disais le jardin, les jardins familiaux vont amener ça. Bon, plus il y a ce que je suis et que voilà,
si le maire m'ayant confié cette tâche-là, associé à 2 ingénieurs agronomes, auxquels il faut rendre l'hommage, Mélanie Deleuze, qui était la première conseillère avec laquelle j'ai travaillé et avec laquelle on a mis en place la ferme de l'Honnête. Donc réhabiliter 13 hectares pour remettre 2 agriculteurs en bio. Ah oui, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais vous avez soutenu effectivement l'agriculture conventionnelle ou oui. En tout cas bio. Oui, bio. Sur un foncier qui s'appelle donc le foncier L'Honnête, en fait, la ferme L'Honnête. Voilà. Et donc ça a été un travail de 6 ans entre l'idée là aussi et les premières tomates. 6 ans de collaboration, de travail acharné avec Mélanie Deleuze, puis après avec Raphaël Dormois, qui est aussi un ingénieur agronome, et avec lesquels on travaille de concert et qui sont des vigies importantes parce que quand on est élu et qu'on a mon âge, on n'est pas forcément avec tous les capteurs sur ce qui se passe. Mais ça veut dire que dans l'air, il y avait cette maturité-là, de se dire on est parti de nous reconstruire sur des friches, d'un écoquartier, d'une vision éthérée allant vers l'écopolis, qu'est-ce que ça veut dire? Bref, il fallait ramener un petit peu de réel là-dedans. Donc les jardins familiaux, la ferme, c'est vrai. Et quand sort cet appel à manifestation d'intérêt, très rapidement, et Raphaël me le rappelait l'autre jour, c'est les réseaux jardins que j'avais tissés qui se mettent en place. Ouais. Parce que le CEREMA, j'avais travaillé avec le CEREMA sur soja et avec des gens de Nancy sur Jassure. Ouais. Parce que dans la salle où nous sommes là aujourd'hui, Fanny, sous la tutelle de Thierry Mandon, maire et ministre de la Recherche, dans cette salle même, s'est tenue la clôture du programme Jassure. D'accord. Oui. Voilà, donc, et les jardiniers avaient fait le repas. Ah oui, oui. Donc voilà. Donc l'ensemble des chercheurs qui avaient quand même fait un projet ANR balèze ont été nourris par les légumes des jardins en fin de... Donc c'est votre réseau vraiment, et l'histoire en fait qui s'est tissée depuis, qui fait que vous arrivez à candidater sur cette AMI et ça facilite le fait d'être lauréat aussi, j'imagine. Oui, parce que petite ville de banlieue, comme vous l'avez dit, deuxième couronne, tout seul, c'est pas la même chose que si on est associé avec le CEREMA et avec un bureau d'études essonien, Sol Paysage, qui sont des techniciens experts dans la connaissance des sols. Moi, le sol, ayant fait mes études simples d'agriculture, j'ai un tropisme. Voilà, j'ai toujours aimé savoir ce qu'il y avait dans le sol. Sûr, ouais. Pas savoir pourquoi, il faut aller creuser là-dedans. Je m'y aventure pas toujours. Ouais. Et voilà, donc j'ai fait de la pédologie, j'en ai fait au lycée, j'en ai fait en activité de loisirs pour les gosses, donc faire aimer le sol aux gamins en camp de vacances, et j'en ai fait, voilà. Ouais. Donc ça, c'était important, et je me disais, c'est par là qu'on doit passer si jamais on veut faire la 4e tranche, si on veut sacraliser les sols qui sont comme on disait, qui sont des sols agricoles. Donc c'est une opportunité énorme de se dire, on y va, à toi de convaincre le maire que c'est important, et ça a été relativement facile, et c'est ça qui est génial, c'est qu'après, on passe un cap supérieur. Voilà. Ouais. Donc subitement, si vous... Donc vous avez fait un diagnostic ? Alors, on est parti sur une expérimentation novatrice, enfin novatrice à partir de schémas et de méthodes déjà existantes, mais ramenées à la surface de la ville. Donc ça a été à la fois le diagnostic CEREMA sur les enjeux, les zones à enjeu, et les regards croisés sur l'urbanisation, son histoire, et sur la fonctionnalité des sols ramenés à l'urbanisme, et puis de se dire, si on veut avoir la qualité des sols, il faut regarder ce qu'il y a dedans. Sûr, voilà. Et comment on regarde dedans, il n'y a pas 36 solutions. Il faut y aller voir. Il faut carotter ou il faut faire des fosses.
pour aller voir précisément. Et donc l'enjeu, ça a été de convaincre les espaces publics, bon ça c'est relativement facile, les espaces semi-publics et les espaces privés, de se dire, est-ce que ça vous intéresse de venir, qu'on vienne chez vous, faire un petit trou dans votre jardin pour voir la qualité du sol. Et c'est ainsi qu'on a réalisé, maintenant, en associant le programme donc, de la Misane, plus une poursuite un peu plus technique qui s'appelle Solzane, on a réalisé 400 sondages ou fosses sur l'ensemble des 870 hectares du territoire pour obtenir une cartographie de la qualité multifonctionnelle des sols ou pas. Et finalement, vous vous êtes rendu compte que les terres de riz orangé, c'était plutôt de bonne qualité. Alors, il y a des terres qui sont très anthropisées. Bien sûr. Il y a des terres qui sont très anthropisées et très disons, minéralisées. D'autres qui sont anthropisées mais relativement fonctionnelles. C'est ça. D'autres qui sont de qualité intermédiaire et d'autres qui sont encore de très bonne qualité agronomique. Et finalement, quand on regarde la carte, c'est contre-intuitif à chaque fois, mais il y a des endroits qui sont pourtant très urbanisés et où les propriétés du sol sont encore très largement préservées. Voilà, donc c'est intéressant de voir que le sol urbain, il est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait l'imaginer. Voilà, parce que là où ça a été un peu surprenant, c'est dans le pavillonnaire. C'est-à-dire que dans le pavillonnaire ancien, on s'aperçoit que les sols ont été très peu bouleversés. Dans le pavillonnaire plus récent, du fait de la mécanisation des terrassements, c'est souvent un peu plus abîmé. Mais ça veut dire que ces sols-là ont une fonctionnalité importante par rapport aux grands services qu'ils peuvent rendre. Bon, là, on va pas rentrer trop là-dedans parce que on partirait loin. Mais ça veut dire que on a maintenant des arguments qui viennent conforter l'intuition qu'on pouvait avoir, de se dire la ville doit se construire autrement. Bien sûr. Et alors donc, là, pour finir, parce que malheureusement, on va être obligé de conclure cet épisode, vous avez lancé du coup la modification de ce PLU pour pouvoir intégrer ces données de la caractéristique des sols dans les futures zones à construire ou zones à préserver, justement. Vous nous en avez un petit peu parlé. Et vous allez aussi lancer, je crois, sur des sites préservés aujourd'hui, que vous qualifiez aujourd'hui de poumons verts, je crois, de manière, pour le nommer. Vous allez lancer un projet d'aménagement, de programmation pour préserver, pour stimuler ces sites, ces espaces verts en plein cœur de ville. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Oui, parce que l'analyse des sols fait que subitement, ceux-ci ne sont plus considérés comme des surfaces, mais pour faire simple, comme des volumes patrimoniaux pour moi. Donc c'est du patrimoine, c'est comme si on saccageait Notre-Dame. Et eux ont mis beaucoup plus longtemps à se faire que Notre-Dame, et il faut beaucoup plus longtemps pour les restaurer que Notre-Dame. Donc c'est un patrimoine. Et si on se dit demain, la ville doit nourrir, la ville doit faire vivre, doit être vivante, vivable, enfin, tout ce qu'on ressent, compte tenu du changement climatique, malheureusement, bref. Ça passe par les sols. Forcément, le sol, il a son importance dans la gestion de l'eau, dans son infiltration, sa conservation, dans la gestion des crues. Le sol, il a son fonctionnement dans la qualité de production de la nourriture, bref, du stockage du carbone. Et donc, on s'est dit, il nous reste encore 80 hectares de terres qui ne sont pas urbanisées. Bon, alors certaines sont anthropisées, polluées, donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais on a encore un noyau exceptionnel autour de la gare d'Orangy-les-Bois-de-l'Épine, qui effectivement, si elle est là, c'est pas pour nourrir, c'est pas pour faire du blé ou du colza, c'est qu'il y a des attentes qu'il nous faut par ailleurs mettre en œuvre, qui sont celles de loger les gens qui sont prêts.
Mais cela, ça serait une hérésie que de les bousiller. Enfin, je vais être vulgaire. Oui, bien sûr. Donc, conservons cet espace-là. Voyons comment on peut l'organiser pour qu'il réponde aux besoins de production, qu'il réponde aux besoins de convivialité, parce qu'il y a des espaces qui se sont boisés, qui sont sympathiques. Il y a des espaces qui sont avec des réserves, parce qu'au-dessus passent des lignes à haute tension. Donc, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, comment on peut réagir par rapport à tout ça, entre ces lieux qui peuvent produire de l'alimentation, produire des aménités ou produire de l'énergie, de façon à ce qu'on apporte sur le territoire. C'est le rôle du poumon vert. Il y a un cœur de ville qu'on est en train de régénérer. Le cœur, il faut qu'il batte, il faut que la ville respire, il nous faut un poumon, et puis il y a un cerveau aussi qu'il faut. Très belles images. Hein, voilà. Donc vous allez, vous partez des jardins familiaux et vous allez vers l'idée d'un métabolisme urbain à régénérer, à restimuler grâce au sol et grâce à la biodiversité, en fait, c'est ça. Je pense que c'est un peu ça. Quand le maire, il y a quelques années, présente au cours de ses vœux et fait rapport à la fresque de Sienne, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui voient ce que ça peut être. Et bon, alors on n'est pas Sienne, mais cela faire Sienne, cette idée-là, me semble non plus une gageure, c'est même plus une utopie. C'est une nécessité. C'est une nécessité et qu'on veut mettre en place de façon à ce que là aussi, on ne soit pas tout seul, parce que c'est pas le village d'Astérix. Si tu es tout seul, les Romains gagnent quand même. Hein. Donc, oui, il faut embarquer. Au contraire, tout il faut embarquer l'échelle du territoire. C'est parti. C'est parti parce que les gens qui nous ont accompagnés pour élaborer les éléments de ce PLU, demain, vont travailler avec notre agglomération Grand Paris Sud, Seine, Essonne, Sénart. Oui. J'ai raccourci tout à l'heure. Bien entendu, parce qu'il y a Grand Paris, c'est grosse Paris. Non, mais donc voilà, c'est d'embarquer, parce que là, on change d'échelle. C'est plus 80 hectares. Il y a 5000 hectares de terres agricoles de l'autre côté du fleuve qui sont sous cet emblème territorial. Donc, on a des vrais enjeux, parce que c'est pas RIS qui va nourrir RIS, mais c'est l'agglo qui peut commencer, par rapport à notre dernière essai, c'est l'agglo qui peut commencer à se nourrir plutôt que les céréales soient livrées au Havre et s'en aillent en Égypte, ailleurs. Il faut bien que les Égyptiens mangent aussi, mais on a des vraies questions, à se poser là-dessus. Voilà, donc c'est comment que la ville de Riz vraiment avance dans ses réflexions, voilà, progresse, diffuse. C'est logique, en fait, y compris auprès des familles de Riz, et on voit que c'est en train de quand même se mettre en place. Vous allez lancer ce projet bientôt, certainement de... le poumon vert, il est dans le PLU. Voilà. Il va être dans le PLU. Donc dans les 2 ans, d'instruction de ce PLU, forcément, il s'appellera pas... Enfin, les zones ne seront pas la zone poumon vert, mais on ne sait jamais. Enfin, déjà, le PLU s'appelle Habiter la Terre. Donc ça, c'est référence à Bruno Latour. Parce que là aussi, c'est bon, il faudrait qu'on raconte un peu d'histoire là-dessus, mais ça serait autre chose. Mais c'est bien de se dire là que rentrer dans... comment on fait rentrer d'expertise au sein des instances qui vont organiser la ville. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut le confier aux experts. On peut confier aux experts. Il y a aussi les élus qui, eux, ont ce devoir de raccrocher ça au territoire et à la population, avoir cette pédagogie-là pour faire évoluer les mentalités. On boucle la boucle, c'est ce que vous avez fait. Vous êtes parti de la science, vous êtes allé vers l'engagement, et c'est ça qu'il faut faire, en fait. Il faut arriver à relier, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, l'expertise, la science avec l'engagement politique et les politiques publiques, quoi. Parce que quand on expérimente, on pense, on teste, on valide, et on évalue et on communique.
Hein. Merci beaucoup, Monsieur Melin. C'était absolument passionnant. On a envie de continuer longtemps. Bon, après, ça fait des épisodes vraiment trop longs. On est à 1h30 déjà. C'était passionnant. J'espère vraiment pouvoir vous réinterviewer au gré des avancées des projets Harris Orangis. Merci pour le temps consacré et à très bientôt. Ben moi, je vous remercie parce que c'est toujours... Enfin, c'est le pédagogue, parce que souvent, en expliquant, on arrive à mieux se comprendre. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Citizen Vox. J'espère qu'il aura été utile à vos réflexions. Vous trouverez l'ensemble des épisodes sur le site internet citizen.fr, cityzan.fr, et sur la plateforme Ocha. À très bientôt.